à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la bataille navale de Tchesmé qui prend place dans les guerres russo-ottomanes. Depuis la guerre de 7 ans, la Russie de la Grande Catherine rêve en particulier d'étendre ses possessions territoriales vers la rive de la mer Noire ottomane. Mais dans ce dernier tiers du XVIIIe siècle, la Russie n'a nullement l'intention de déclarer la guerre à l'Empire ottoman. Dans l'instant, ce sont des troubles en Pologne qui accaparent l'attention russe, depuis que l'autorité du roi Stanislas Ier est contestée. Des Cosaques, à la solde de la Russie, pillent une ville ottomane. Mustapha III déclare la guerre à la Russie suite à l'agression de la ville, dans une guerre que personne n'a réellement souhaitée et préparée. La Russie va rapidement prendre l'ascendant. L'eau mêlée de sang et de cendres offrait un tableau terrible. Les cadavres brûlés flottaient sur les vagues, et le port était rempli de telle sorte qu'il était difficile de circuler en bateau. A décrit un témoin oculaire au sujet de la défaite de la flotte ottomane lors de la bataille de Tchesmé en 1770. Partons ensemble découvrir cette terrible bataille. La guerre russo-ottomane avait commencé en 1768. La Russie envoya plusieurs escadres de la mer Baltique à la mer Méditerranée pour détourner l'attention des Ottomans de leur flotte de la mer Noire, qui ne comptait alors que 6 navires de ligne. 2 escadres russes étalées à la recherche de la flotte ottomane, commandée par l'amiral Grigori Spiridov et le contre-amiral Joseph Elphinstone, un capitaine britannique qui avait atteint le rang de contre-amiral en Russie, se combinent sous le commandement du comte Alexei Orlov, commandant suprême de la flotte russe. Le 5 juillet 1770, la rencontre a lieu à Tchesmé en Anatolie occidentale. La flotte ottomane contenait environ 14 navires de ligne, peut-être 6 frégates, 13 galères et 32 petites embarcations, avec environ 1300 canons au total. La flotte était commandée par Kapoudan Pacha. 2 autres navires de ligne, probablement petits, avaient quitté cette flotte pour Mytilène la veille au soir. Après s'être mis d'accord sur un plan d'attaque, la ligne de bataille russe a navigué vers l'extrémité sud de la ligne ottomane, puis s'est tournée vers le nord, venant aux côtés des Ottomans, la queue entrant en action en dernier. Elphinstone avait voulu s'approcher d'abord de l'extrémité nord, puis suivre le vent le long de la ligne ottomane, attaquant leurs navires un par un. Méthode utilisée par Nelson lors de la bataille du Nil en 1798. Les principaux théâtres d'opérations militaires étaient les Balkans, la région nord de la mer Noire et le Caucase. L'impératrice russe, la Grande Catherine, avait l'intention de porter un coup inattendu à l'arrière ottomane. Ayant contourné toute l'Europe, elle était censée percer jusqu'en Grèce, soutenir le soulèvement des patriotes locaux qui s'y préparaient, menacer Constantinople si possible, et détourner l'attention des Ottomans de la mer Noire, où les forces navales russes étaient très limitées à cette époque. Jamais auparavant la flotte russe n'avait combattu à des milliers de kilomètres de chez elle, si loin de ses bases de ravitaillement. Tout échec, dans de telles circonstances, aurait pu déboucher sur un véritable désastre. En février 1770, l'escadre a atteint les côtes grecques, où a commencé le soulèvement de la population locale contre la domination ottomane. Tout au long du printemps, les Alliés ont mené des hostilités actives contre les forces ottomanes dans le Péloponnèse, faisant débarquer des forces d'assaut, réaliser des frappes surprises, assiéger des forteresses et couper les communications ennemies. Les forces russes se composaient de 9 cuirassés, 3 frégates, un navire de bombardement pour frapper les fortifications ennemies et jusqu'à 20 petits navires auxiliaires. La direction générale de l'expédition militaire en Méditerranée était assurée par le comte Alexei Orlov. Malgré l'avantage numérique, les marins ottomans étaient bien inférieurs aux Russes en termes de formation au combat. Le travail des équipes manquait souvent de cohérence et de clarté. Le chaos et la confusion régnaient. Les Ottomans tirent de manière maladroite et imprécise, à la différence des Russes, qui tirent seulement pour toucher. La flotte ottomane s'est rangée pour former 2 lignes arquées, et la formation était si serrée que seuls les navires de première ligne pouvaient utiliser efficacement leur artillerie. Le commandement russe a compris qu'avec un tel déséquilibre des forces, il ne serait pas en mesure de mener des duels au canon à longue distance pendant longtemps, et a donc misé sur le combat rapproché et l'arrassonnement.
L'escadre unifiée des forces russes ne formait pas une ligne semblable à celle des Ottomans. Au lieu de cela, les navires avançaient en file indienne, presque à angle droit en direction de la première ligne de la flotte ottomane. Le professionnalisme des marins russes a permis d'effectuer cette manœuvre rapidement, et malgré les tirs nourris de l'ennemi. Lorsque l'escadre a frappé le centre de la ligne ennemie, l'amiral Spiridov a jeté son vaisseau amiral le Saint-Eustache sur le vaisseau amiral ottoman Real Mustafa. Un corps à corps féroce s'est engagé sur les navires dont les flancs se touchaient les uns des autres. Les marins russes voulaient tellement s'emparer du drapeau ottoman que lorsqu'il a été successivement blessé, à deux mains, il a saisi le morceau de tissu avec ses dents. L'incendie du Saint-Eustache, gravement endommagé par les boulets de canon, s'est rapidement propagé au Real Mustafa, ce qui a finalement détruit les deux navires. La plupart des marins ont trouvé la mort, mais les commandants ont réussi à évacuer. Les Ottomans décident de se retirer de la baie de Tchesmé sous la protection des canons de l'artillerie côtière, ce qui constituait une grave erreur. Les navires ottomans, entassés dans une petite baie, ont finalement perdu toute marge de manœuvre. Le commandement russe avait l'intention d'incendier complètement la flotte ennemie. Au cours du 6 juillet, l'escadre a mené un duel d'artillerie féroce, endommageant plusieurs d'entre eux. À la suite des coups de canon, la surface de la mer était en feu, a écrit l'historiographe ottoman Ahmed Vassaf Effendi. Dans le même temps, 4 petits navires auxiliaires ont été convertis en brûlots chargés d'explosifs. À 2 heures du matin, le 7 juillet, ce groupe de frappe est entré dans la baie de Tchesmé. Un seul des brûlots a réussi sa mission, mais c'était suffisant. Ayant réussi à faire sauter un navire de ligne ottoman de 84 canons, il a déclenché une réaction en chaîne fatale à l'ennemi. Des débris brûlants se sont dispersés dans la baie, provoquant des incendies sur d'autres navires. Les Ottomans ont cessé toute résistance, même sur les navires qui n'avaient pas été en feu. Des équipages entiers, pris peur et de désespoir, se sont jetés à l'eau. La surface de la baie était couverte d'innombrables survivants et de noyés. La peur des Ottomans était si grande qu'ils ont non seulement abandonné les navires et les batteries côtières, mais ont même fui le château et la ville de Tchesmé, déjà abandonnés par la garnison et les habitants. En fin de compte, les navires russes ont été contraints de cesser le feu et de commencer à secourir les Ottomans survivants. L'eau, mêlée de sang et de cendres, offrait un tableau terrible. Les cadavres brûlés, flottaient sur les vagues, et le port en était tellement rempli qu'il était difficile de circuler en bateau, a rappelé le prince Yuri Dolgorukov. À la suite de la bataille dans la baie de Tchesmé, une partie importante de la flotte ottomane a été anéantie. Les Ottomans ont perdu 15 navires de ligne, 6 frégates, de nombreux petits navires. Sur 15 000 marins, près de 11 000 ont été tués. De plus, les Russes ont réussi à capturer un navire de ligne et 5 galères. Les escadres russes ont obtenu la maîtrise non seulement de la mer Égée, mais de toute la Méditerranée orientale. Ils ont coupé à leur guise les communications ottomanes, bloqué les Dardanelles, et même mené une opération afin de s'emparer de l'important port de Beyrouth. En grande partie grâce au triomphe de Tchesmé, la guerre contre les Ottomans s'est terminée en 1774 par une victoire. La Russie s'est solidement implantée sur la côte de la mer Noire et a acquis ses premiers territoires en Crimée. De plus, à partir de ce moment-là, l'influence russe sur la péninsule balkanique a commencé à croître rapidement. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 5 mars 1770, c'est le massacre de Boston. Les troupes britanniques tirent sur la foule manifestant contre les taxes d'importation. Le 28 avril, le navigateur britannique James Cook est le premier Européen à débarquer sur la côte orientale de l'Australie. Le 16 mai, c'est le mariage du dauphin, futur Louis XVI, avec l'archiduchesse Marie-Antoinette d'Autriche. Du 3 au 7 septembre, c'est l'entrevue de Neustadt, la rencontre entre Frédéric II, roi de Prusse, et Joseph, empereur du Saint-Empire romain germanique, inquiet de la montée en puissance de la Russie. Le 17 septembre 1770, le premier ministre portugais, Sébastien José de Carvalho et Melo, devient le marquis de Pombal. Comme on l'a vu, même sur la mer où les forces ottomanes apparaissent bien plus fortes, la victoire de Tchesmé, qui se tient en juillet 1770 en mer Égée, non loin des rivages de l'île de Chios, change le rapport de force.
Une escadre russe de 13 vaisseaux et quelques brûlots va anéantir une flotte ottomane forte de 24 vaisseaux et 13 galères. 4 années plus tard, la paix de Koutchouk-Kalnadji mettra un terme à la guerre au bénéfice de la Russie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître les autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.